4 mai 1982, Atlantique Sud. À plus de 12 000 km de Londres, un destroyer britannique tient son poste de veille avancé. Le HMS Sheffield est un type 42. Radar de veille, missile Sea Dart, un équipage entraîné à la guerre froide, prêt à affronter la marine soviétique. Sur le papier, il est l'un des navires les mieux protégés de la flotte. À 11 h du matin, un opérateur voit apparaître une trace sur son écran. Il a quelques secondes pour comprendre. Pas assez. L'objet qui arrive vole à moins de 3 mètres au-dessus de l'eau, sous l'horizon radar, à près de 1000 km/h. Il ne pèse que 650 kg. Il coûte une fraction du prix du navire qu'il vient tuer. 20 secondes plus tard, le Sheffield brûle. Et ce jour-là, quelque chose se termine. 37 ans sans qu'un seul navire de la Royal Navy soit perdu au combat. Voici une chose que les grandes marines n'aiment pas dire à voix haute. Depuis 40 ans, le même pays leur fournit régulièrement leurs pires souvenirs. Pas une superpuissance, pas la Chine, pas la Russie, la France. À 5 reprises au moins, dans des affrontements réels, documentés, parfois filmés, un missile de conception française a fait à des marines de premier rang ce qu'elles pensaient impossible. Couler leurs navires, paralyser leur logistique, traverser leurs défenses les plus modernes. Et la 5e n'appartient pas à l'histoire ancienne. Elle date de mars 2024. Et cette fois, le missile français ne coule rien du tout. Il fait exactement le contraire. Pour mesurer ce qui se passe le 4 mai 1982, il faut comprendre ce qu'était la Royal Navy à cette date. Ce n'est pas une marine parmi d'autres, c'est LA marine. Celle qui a inventé la domination navale moderne, qui a battu Napoléon à Trafalgar, qui a tenu l'Atlantique face aux U-boats. En 1982, elle est la 3e force navale du monde et la première d'Europe. Et depuis 1945, aucun de ces navires n'a été coulé au combat. 37 ans. L'Argentine, elle, n'a presque rien. Sa marine dispose de 5 super-étendards livrés par la France, sur 14 commandés, et de 5 missiles Exocet-A M39. 5. La France a suspendu le reste des livraisons dès le début du conflit. 5 missiles contre la plus prestigieuse marine d'Europe. Le 4 mai, 2 super-étendards décollent, ravitaillés en vol, volant à très basse altitude pour rester invisibles. Ils montent brièvement pour acquérir leur cible, tirent et repartent. Les pilotes ne voient jamais l'impact. Et voici le détail le plus dur à encaisser pour Londres. Le Sheffield avait été prévenu. Un autre destroyer, le HMS Glasgow, avait détecté les 2 super-étendards à plus de 70 km. Il avait diffusé à toute la task force le mot-code d'alerte. Handbrake. Mais à bord du Sheffield, on avait déjà décidé quelque chose. On y jugeait la menace Exocet surestimée. Cette alerte-là serait encore une fausse alerte, comme les précédentes. Il restait moins de 20 secondes. Le missile frappe le flanc tribord, à mi-navire, et ouvre une brèche de plusieurs mètres. Sur ce qui s'est passé ensuite, il faut être précis, parce que la version qui circule partout est périmée. La commission d'enquête britannique, dont le rapport intégral n'a été rendu public qu'en 2017, 35 ans après les faits, avait conclu que l'ogive n'avait jamais détonné. Les survivants ont toujours affirmé le contraire. Et une réanalyse conduite en 2015, avec des outils indisponibles en 1982, leur a donné raison. Alors que l'ogive est explosée ou non, le résultat ne change pas. 660 kg arrivant à près de la vitesse du son, plus le propergol non brûlé qui s'enflamme dans les coursives. Cette même commission d'enquête, publiée dans son intégralité, révélera autre chose. Que le navire n'était absolument pas préparé. Que personne n'a appelé le commandant. Que le rappel au poste de combat n'a jamais été ordonné. 2 officiers ont été jugés négligents. Aucun n'a été sanctionné, pour ne pas gâcher l'euphorie de la victoire. L'incendie devient incontrôlable. 20 marins sont tués. Le navire est abandonné, puis coule le 10 mai pendant son remorquage. Un seul missile a suffi à couler un destroyer moderne. Pas une salve, pas un bombardement. Prenez une seconde pour mesurer ce que cela signifie pour un état-major. Toute la doctrine navale de l'après-guerre reposait sur une idée simple. La masse protège. Un navire de 4000 tonnes, blindé, armé, radar en veille, est une forteresse. Le 4 mai 1982, cette idée meurt. Et à Londres, on savait déjà une chose que le public ignorait. Il restait 4 Exocet. 3 semaines plus tard, la Royal Navy a appris. Les leurs sont prêts, les procédures révisées, les veilles renforcées. Le groupe aéronaval protège les 2 objets les plus précieux de la flotte, les porte-aéronefs Hermès et Invincible. Sans eux, pas d'aviation. Sans aviation, pas de reconquête des Malouines. 25 mai 1982, jour de la fête nationale argentine. 2 super-étendards tirent 2 Exocet vers le groupe aéronaval. L'intention est explicite, couler un porte-avions et mettre fin à la guerre. Depuis la passerelle du Hermès, des dizaines d'hommes voient les missiles arriver droit sur l'étrave du navire amiral. Et cette fois, la défense britannique fonctionne. Les contre-mesures agissent. Au dernier moment, les 2 Exocet virent sur leur gauche.
Ils continuent leur course, et ils rencontrent le premier objet massif sur leur trajectoire, l'Atlantic Conveyor. Un porte-conteneur de la Cunard, 15 000 tonnes, réquisitionné pour la guerre, sans blindage, sans défense antimissile, sans aucune arme à bord. Et il faut s'arrêter une seconde sur la raison. On ne l'a apprise que bien plus tard, avec la déclassification des documents officiels. Ce navire n'était pas armé parce que des juristes du ministère britannique de la Défense craignaient qu'il soit illégal d'installer des systèmes d'armes sur un bâtiment commercial. Un point de droit. Voilà ce qui protégeait l'Atlantic Conveyor. À bord, il n'y a donc pas de canon. Il y a la logistique de toute l'opération terrestre. 4 Chinook, 6 Wessex, des tentes pour des milliers d'hommes, et les plaques métalliques destinées à construire une piste d'aviation à terre. Les missiles frappent l'arrière bâbord et arrosent de propergoles enflammés des ponts ouverts remplis de matériel inflammable et de munitions. Le navire devient un brasier en quelques minutes. 12 hommes meurent, dont le commandant, le capitaine Ian North, décoré à titre posthume de la Distinguished Service Cross. Le navire coulera 3 jours plus tard, le 28 mai, pendant son remorquage. 3 Chinook sur 4 sont détruits. Le 4e ne survit que parce qu'il était en vol au moment de l'impact. Sans hélicoptère de transport, les troupes britanniques ne peuvent plus être déplacées par les airs. Elles doivent rejoindre Port Stanley à pied, 90 km, chargées de leur équipement, dans le froid de l'hiver austral, sur un terrain de tourbe où chaque pas s'enfonce. Les Royal Marines sont un mot pour ça. Ils appellent ça le YOMP. Et cette marche est entrée dans la mémoire militaire britannique aussi durablement que le naufrage du Sheffield. Elle a coûté des jours, de l'épuisement et probablement des vies au moment des assauts finaux. Et voilà le point que presque personne ne relève. Le missile qui a manqué sa cible a fait plus de dégâts stratégiques que celui qui l'a touché. Le Sheffield était une perte symbolique terrible. L'Atlantic Conveyor a failli faire échouer l'opération. 5 ans plus tard, ce n'était plus la Royal Navy qui allait recevoir la leçon. C'était la première marine du monde. 17 mai 1987. La guerre Iran-Irak dure depuis 7 ans et les États-Unis y patrouillent pour protéger le trafic pétrolier. L'USS Stark est une frégate de la classe Oliver Hazard Perry. Elle dispose de tout ce que la technologie américaine sait faire à cette date. Radar de veille, brouilleur, lance-leurre et surtout le Phalanx, un canon rotatif de 20 mm piloté par ordinateur, conçu pour une seule mission, détruire automatiquement les missiles anti-navires en approche finale. Le Phalanx existe précisément à cause de ce qui est arrivé au Sheffield. Ce soir-là, un appareil irakien s'approche. Et ici, il faut être précis, parce que le mystère fait partie de l'histoire. Le commandement central américain a officiellement identifié un Mirage F1. C'est la version qui figure dans le rapport d'enquête, et c'est celle qu'on lit encore aujourd'hui presque partout. Sauf qu'il y a un problème d'arithmétique. La version F1EQ5 utilisée par l'Irak ne pouvait emporter qu'un seul exocet, et le Stark en a reçu 2, tirés à environ 1 minute d'intervalle. Des analyses techniques publiées depuis, relayées notamment par le média américain The National Interest, pointent vers un autre appareil, un Falcon 50, un avion d'affaires civil modifié par les Irakiens, équipé d'un radar Cyrano dans le nez, d'une nacelle de désignation sous le ventre et d'un point d'accrochage sous chaque aile. En 1989, la télévision d'État irakienne a d'ailleurs diffusé des images d'un appareil correspondant exactement à cette description. Un chasseur français ou un jet d'affaires français transformé en tueur de navires. Dans les deux cas, un Dassault. Et dans les deux cas, un exocet AM-39. La chronologie établie par l'enquête américaine est glaçante, minute par minute. À 21h05, l'appareil vire vers le navire à 52 km et s'installe sur un relèvement constant à distance décroissante. En termes de marine, c'est la signature classique de quelque chose qui vient vous tuer. Le centre d'information et de combat ne la relève pas. À 21h07, le premier exocet quitte son rail à 36 km. Une vigie voit le départ de feu et le signal, comme un contact de surface. À 21h08, le Stark émet enfin une sommation radio. Le pilote irakien tire son second missile pendant que les mots partent. Le premier exocet frappe le flanc bâbord et n'explose pas. Le carburant s'enflamme. Le second explose dans les quartiers d'équipage. 37 marins américains sont tués, 21 sont blessés. Et voici ce qui a véritablement traumatisé l'US Navy. Le Phalanx n'a pas tiré. Il était en mode veille. Le radar a vu l'appareil arriver sur un relèvement constant, à distance décroissante, la signature classique d'une attaque. Et le centre d'information et de combat n'a pas réagi à temps. Un rapport d'homicide en approche est bien remonté. Il n'a jamais atteint l'officier de quart. La frégate la mieux protégée de sa génération a été désarmée par sa propre confiance. Les conséquences sont massives. Refonte complète de la doctrine de défense rapprochée. Procédure d'engagement automatique révisée. Le commandant est relevé de ses fonctions. Et dans toutes les marines occidentales, une question s'installe. Si un avion d'affaires modifié peut faire ça à une frégate américaine, qui est réellement à l'abri ? 36 ans plus tard, un autre missile français allait poser cette question à la marine russe.
Et cette fois, il n'y aurait aucun doute sur qui l'avait tiré. Sébastopol, Crimée. C'est le port d'attache de la flotte russe de la mer Noire depuis 1783. Le cœur historique de la puissance navale russe au sud. Une base fortifiée saturée de défense antiaérienne considérée comme intouchable. Le 13 septembre 2023, une salve de missiles de croisière frappe les chantiers de réparation navale de la ville. 2 bâtiments sont touchés en cale sèche. Le sous-marin Rostov-sur-le-Don de la classe Kilo, l'un des navires les plus modernes de la flotte qui avait tiré des missiles de croisière sur l'Ukraine, et le navire de débarquement Minsk. Les 2 carcasses restent immobilisées dans la cale sèche qu'elles encombrent pendant des mois. 9 jours plus tard, le 22 septembre, une nouvelle salve frappe directement le quartier général de la flotte de la mer Noire. Le bâtiment est partiellement détruit. La frappe est filmée et diffusée dans le monde entier. Et ici, il faut être honnête, parce que c'est justement là que l'histoire devient intéressante. Ces frappes sont attribuées à des missiles Storm Shadow/Scalp EG. Un seul missile, 2 noms. Il a été développé par MBDA, un groupe européen né de la fusion des industries missilières françaises et britanniques. Le Royaume-Uni l'appelle Storm Shadow, la France l'appelle Scalp EG. Les 2 pays en ont livré à l'Ukraine. Personne aujourd'hui ne peut dire avec certitude lequel des 2 stocks a servi ce jour-là. Sky News attribuait la frappe du 13 septembre aux exemplaires britanniques. Le Guardian, lui, écrivait que ces missiles avaient été fournis par la France et le Royaume-Uni, sans trancher. D'autres rapports restent volontairement flous. Mais le missile, lui, est le même, conçu ensemble, produit ensemble. Et Volodymyr Zelensky a lui-même évoqué publiquement une précision proche de 100%. Après ces frappes, la Russie a déplacé une partie de ses unités hors de Sébastopol. Alors soyons rigoureux, comme toujours sur cette chaîne. On a beaucoup parlé d'une évacuation de Sébastopol, un récit lancé par le Wall Street Journal et repris partout. C'est excessif. Le magazine spécialisé français Reds le notait dès octobre 2023, images satellites à l'appui. Le port n'a jamais été vidé et le redéploiement de ces navires n'a pas paralysé leurs opérations. Il leur prend simplement un peu plus de temps pour se mettre en position de tir. Mais le fait brut reste stupéfiant. Un pays sans marine de guerre a contraint la flotte d'une puissance nucléaire à revoir le stationnement de ses bâtiments dans son propre port historique. Et ce qui a rendu cela possible, ce n'est pas un porte-avions. C'est un missile de croisière européen dont la France détient la moitié. 6 mois. 6 mois séparent Sébastopol de ce qui va suivre. Et en 6 mois, le missile français va changer complètement de rôle. Pour la première fois en 40 ans, il ne coule absolument rien. Mer Rouge, mars 2024. Les rebelles Houthis tirent depuis le Yémen sur le trafic maritime commercial. Drones de surface chargés d'explosifs et surtout des missiles balistiques anti-navires. La menace la plus difficile à intercepter qui existe pour un navire de guerre. L'Europe déploie l'opération Aspides. La France y engage la frégate Alsace, une FREMM à capacité de défense aérienne renforcée, radar Héraclès, 32 missiles surface-air Aster. Le 20 mars, un hélicoptère Panther détaché sur l'Alsace abat un drone Houthi en vol. Moins de 24 heures plus tard, le 21 mars, la frégate détecte 3 missiles balistiques venant du Yémen. Ils visent sa position et celle des porte-conteneurs qu'elle escorte. Le communiqué de l'état-major des armées est sobre. Dans la matinée du 21 mars 2024, dans le cadre de l'opération européenne Aspides, une frégate française opérant dans le sud de la mer Rouge a détecté 3 missiles balistiques en provenance du Yémen. Les 3 sont interceptés, tous par des missiles Aster, tous tirés par l'Alsace. Et c'est le magazine Air et Cosmos, le 22 mars, qui pose le mot juste sur ce qui vient de se produire. Historique, parce qu'il s'agit de la toute première interception en opération réelle d'un missile balistique par un missile Aster. OPEX 360 le confirmera dans la foulée. Jusque-là, les navires français déployés en mer Rouge n'avaient intercepté que des drones. Ce jour-là, ils sont passés à autre chose. Regardez la trajectoire complète. 1982, un missile français coule le navire d'une marine qui se croyait invulnérable. 1987, un missile français traverse la défense automatique de la première marine du monde. 2023, un missile franco-britannique frappe le quartier général d'une flotte nucléaire. 2024, un missile français empêche un navire d'être coulé. Pendant 40 ans, l'industrie française a fourni au monde l'arme qui rendait les flottes vulnérables. Et le jour où la menace balistique anti-navire est devenue réelle, c'est encore un système français qui a démontré, le premier, qu'on pouvait l'arrêter, sans une pièce américaine, sans autorisation de Washington. Un destroyer britannique coulé par un seul missile, alors qu'il avait été prévenu. Une armée entière contrainte de marcher à pied parce qu'un missile avait raté sa cible. Une frégate américaine désarmée par sa propre confiance. 37 morts. Et un canon automatique en mode veille. Une flotte russe forcée de revoir le stationnement de ses navires dans son port historique. Et 3 missiles balistiques abattus en mer Rouge,
une première mondiale. Un missile ne gagne pas une guerre, un exercice n'est pas un combat, et un combat n'est pas une victoire stratégique. Mais 40 ans de frappe dessinent quelque chose qu'aucun catalogue commercial ne dira jamais aussi bien, et il y a une raison de fond à cela. Le Royaume-Uni possède des Tomahawk, mais il dépend du système américain pour les planifier et les mettre à jour. La plupart des Marines européennes achètent leur puissance de feu sur étagère, avec les autorisations qui vont avec. Les missiles français, eux, n'ont besoin de la permission de personne. Alors quand une marine veut savoir si elle est vraiment protégée, elle ne regarde pas ce que ses alliés lui promettent. Elle regarde ce que la France fabrique.